Le corde insatiable de l'usine avait duré tant qu'il avait plu, à la croisée des chemins, alimenté par des routes et des fatigues, nourri par tout un réseau de conduites qui, une fois déposées et vendues au poids, avait laissé dans la ville de cruelles saignées. Ces trouées fantomatiques ravivaient les mémoires, comme les ballasts mangés d'herbes, les réclames qui pâlissaient sur les murs, ces panneaux indicateurs grêlés de plomb. Anthony la connaissait bien, cette histoire. On la lui avait racontée toute l'enfance. Sous le gueulard, la terre se muait en fonte à 1800 degrés, dans un déchaînement de chaleur qui occasionnait des morts et des fiertés. Elle avait sifflé, gémi et brûlé leur usine pendant 6 générations, même la nuit. Une interruption aurait coûté les yeux de la tête. Il valait encore mieux arracher les hommes à leur lit et à leurs femmes. Et pour finir, il ne restait que ça, des silhouettes rousses, un mur d'enceinte et une grille fermée par un petit cadenas. L'an dernier, on y avait organisé un vernissage. Un candidat aux législatives avait proposé d'en faire un parc à thème. Des mômes la détruisaient à coups de lance-pierre. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette soirée lors de laquelle j'aurai le plaisir de m'entretenir avec Nicolas Mathieu, le lauréat, vous le savez, du Goncourt de l'année dernière. Vous avez entendu là juste sa voix, lisant un premier extrait du roman primé, à savoir « Leurs enfants après eux », sorti en août 2018 aux éditions Actes Sud et primé donc quelques mois plus tard du prix Goncourt. Bonsoir. Bonsoir. Nicolas Mathieu, vous êtes un auteur jeune, né en 78, ce qui signifie que le Goncourt est tombé dans votre escarcelle à 40 ans. Il y en a qui rêvent de ça. Né à Épinal, dans les Vosges, et habité à Nancy, donc pas trop loin d'ici, et Leurs enfants après eux n'est que votre deuxième livre. En 2014, vous vous étiez fait connaître en publiant, toujours chez Actes Sud, dans la collection Noire, cette fois-ci, le polar Aux animaux, la guerre, qui, soit dit en passant, a été adapté en tant que série télé sur France 3, 6 épisodes en tout, dont vous avez fait vous-même le scénario, parce que, avant d'écrire des romans, vous faisiez toutes sortes de boulots, entre autres en tant que scénariste, mais pas seulement. Parlez-nous un peu de cet avant, Nicolas Mathieu, et comment vous en êtes arrivé à l'écriture. J'ai comme le vague souvenir d'avoir lu quelque part qu'on vous a offert une machine à écrire dès l'âge de 7-8 ans. Oui, c'est vrai. Bonsoir. Oui, il faudrait peut-être partir de là. C'est qu'à 7-8 ans, je me souviens, un beau jour en CE1, on nous a donné une rédaction à faire. On nous a donné le début de l'histoire de Saint-Nicolas, il fallait la compléter. Et c'est avéré que c'était mon histoire qui avait retenu l'attention, qui était censée être la meilleure. Et depuis, je cours après ce moment où on m'a dit « tu es le meilleur ». Et je me suis... c'est là que tout a commencé, que je me suis dit que j'allais écrire. C'est drôle, mais c'est vrai qu'en réalité, ça commence par une satisfaction égotique, comme ça. Si on m'avait dit tu cours le plus vite, je serais devenu peut-être coureur de fond, mais bon, il s'avère que je savais seulement écrire, donc c'est ce que j'ai fait. Et j'ai eu un parcours scolaire compliqué parce que je ne savais pas comment ça marchait, l'école. Et que j'ai fait des études supérieures longues, mais un peu disparates, anarchiques. Et donc, quand je suis arrivé je voulais monter à Paris. Moi, l'idée que je me faisais d'une carrière d'écrivain, elle était très influencée par les parcours des années 50, en fait. Je me dis, je vais faire une licence, je vais monter à Paris, devenir journaliste, puis j'écrirai des romans. C'est un modèle qui était fini depuis bien 25 ans, hein, quand même, quand j'y suis arrivé. Donc, il s'en est suivi des déconvenus, on va dire. Et j'ai dû me débrouiller. Alors, j'ai fait des tas de trucs. J'ai donné des cours du soir à Academia. J'ai fait le scénariste un petit peu. J'ai fait des piges. J'ai été rédacteur web. Et puis, surtout, un moment où vraiment je galérais, je suis devenu rédacteur de procès-verbaux dans des réunions. C'est-à-dire que j'allais dans des entreprises et je tapais ce qui se disait dans des réunions de comités d'entreprise. Et c'est un peu ça qui a donné la matière du premier roman
qui se passe dans un endroit où la dernière usine ferme. J'en reviens, chers amis, au polar, donc à ce premier... Au roman noir. Au roman noir. Allez, roman noir. Hein. Tiens, parce qu'il n'y a pas de flic, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de... Vrai, c'est vrai. Aux animaux, la guerre, ça s'appelle. Hein. Avec au centre déjà les fermetures d'usines et le déclin industriel. Je ne résiste pas à la tentation d'en lire la 4e de couverture, puisque à sa façon, elle plante également le décor de la narration de leurs enfants après eux. Une usine qui ferme dans les Vosges, tout le monde s'en fout. Une centaine de types qui se retrouvent sur le carreau, chômage, RSA, le petit dernier qui n'ira pas en colo cet été, 1 ou 2 reportages au 19-20 régional, et puis basta. Sauf que les usines sont pleines de types dangereux qui n'ont plus rien à perdre, comme Martel, le syndicaliste, qui planque ses tatouages, ou Bruce, le bodybuilder, sous stéroïdes. Des types qui ont du temps et la mauvaise idée de kidnapper une fille sur les trottoirs de Strasbourg pour la revendre à 2 caïds officiant entre Épinal et Nancy. Une fille, un Colt 45, la neige, à partir de là, tout s'enchaîne. Et pour résumer tout ça, la 4e de couverture conclut « Aux animaux la guerre », c'est le roman noir du déclassement, des petits blancs qui savent que leurs mômes ne feront pas mieux et qui vomissent d'un même mouvement les patrons, les arabes, les riches, les assistés, la terre entière. C'est l'histoire d'un monde qui finit. Tout ça, Nicolas Mathieu, c'est assez prémonitoire. On est en 14, ne l'a-t-on pas retrouvé, entre autres, dans le mouvement des Gilets jaunes qui a éclaté au moment même presque où vous receviez le Goncourt? Présenté comme ça, oui, un petit peu, mais même si j'étais, comme tout le monde, surpris de ce qui s'est produit, mais le sujet des 2 romans, c'est ça, c'est comment la violence sociale qui s'est exercée sur certaines catégories de la population fait retour dans le champ politique et dans la rue aussi, sous forme de violence tout court, en fait. Et que ce dépit, ces frustrations, ce sentiment de déclassement, en tout cas de déclassement possible, un rapport qui est douloureux au temps, c'est-à-dire que ce qui s'est produit de mieux est derrière, et demain est la promesse d'un déclin. Toutes ces choses-là, effectivement, je pense qu'elles ont joué à plein dans le mouvement des Gilets jaunes. Puis la hantise de la dégradation des conditions de vie, quoi, tout simplement. Je reprends la dernière phrase, Nicolas Mathieu, de cette 4e de couverture. On y écrit « C'est l'histoire d'un monde qui finit ». Et moi, je voudrais y ajouter que c'est aussi l'histoire d'un monde qui à peine a commencé. Oui, mais parce qu'en fait, le roman, quand même, Aux animaux la guerre, le monde qui finit, c'est celui de l'industrie lourde. Et ça, il finit pour de bon, quoi. Ça fait depuis les années 70 que c'est entamé, même avant. Et là, on est en 2020, c'est les derniers feux, vraiment. En France, il n'en reste pas grand-chose. Des centaines de milliers d'emplois ont été détruits. Les Gilets jaunes, c'est pas un monde qui finit. C'est la manifestation des perdants de l'histoire, en quelque sorte. La mondialisation, le phénomène, les changements, la globalisation de notre planète, elle s'est faite au profit de beaucoup de gens et au détriment de personnes encore plus nombreuses dans nos pays occidentaux. Et ça a un coût politique, forcément. Il en ressort quelque chose. Et les Gilets jaunes, c'est ça en grande partie. Après, quand on regarde la sociologie des Gilets jaunes, il n'y avait pas spécialement... il n'y a pas que des ouvriers dedans, très loin de là. C'est des petits salariés, des petits patrons. C'est des gens qui sentent que ce qui est en train de se passer, ça n'est pas à leur avantage. Et qui souffrent d'un déficit de représentativité et qui, du coup, se manifeste dans l'espace public. Dans le roman noir,
C'était les adultes, hein, ceux qui souffrent directement la casse sociale, qui sont au premier rang. Ici, dans le nouveau roman, donc leurs enfants après eux, c'est sur les enfants des anciens ouvriers que vous mettez l'accent, eux qui, l'horizon économique étant bouché, vivent de la débrouille, cherchent à survivre dans un monde qui est en train de mourir devant leurs yeux. Ceci alors qu'ils sont cueillis en sortant de l'adolescence et confrontés au mystère de la vie. Et il y a là à la fois l'éveil à l'amour et le sentiment que les dés de la vie sont pipés. On est dans les années 90, le roman commence plus précisément en août 92 et se termine en juillet 98, au moment où la France est en passe, souvenez-vous, de remporter pour la première fois la Coupe du Monde de football et veut croire que se dessine un avenir black, blanc, beurre, comme on disait à l'époque, à l'image de l'équipe gagnante qui s'est avérée après coup être une illusion supplémentaire. Vous y avez cru, vous, Nicolas Mathieu? Je rappelle que vous aviez 20 ans alors. Non, pas une seconde. Ça m'a apparu pour ce que c'était tout de suite. C'était une illusion collective. Il fallait en jouir sur le moment, mais ça ne pouvait pas durer. Ces choses-là, les sociétés ne fonctionnent pas sur des sentiments de fusion. Elles sont traversées organiquement et il faut bien le dire anthropologiquement par des intérêts contradictoires, des forces antagonistes. Dans les sociétés, il y a elles ne forment pas un tout univoque, à part à des moments comme ça, quand on enterre Johnny Hallyday ou qu'on gagne la Coupe du Monde, où on a le sentiment fugace ou au moment Charlie aussi, et encore, parce que c'est des moments, Johnny Hallyday comme Charlie, c'était moins universel comme sentiment. Mais on a le sentiment fugace que les histoires d'unité que se raconte une société à elle-même sont réalisées pour de bon. Mais ça, c'est toujours voué à s'arrêter, et tant mieux. Parce que cette idée assez régressive, à mon avis, de se dire nous formons un tout unique, elle fait quand même elle s'accompagne d'un sentiment de rejet de tout ce qui pourrait. On veut voir qu'une tête quand ça marche comme ça. Et ceux qui sortent du rang sont tout de suite des outcasts, quoi, des brebis galeuses. Et donc ces moments-là sont peut-être jubilatoires, mais en même temps un peu inquiétants toujours, je trouve. Il y a une question, Nicolas Mathieu, qui m'a trotté dans la tête quand j'ai commencé à lire leurs enfants après vous. C'est celle après eux, voilà. Ah oui, là, c'était... Bon. Vous savez que vous faites un truc qu'on ne fait jamais en France, c'est vous faites la liaison après eux. Je crois que vous êtes le premier à la faire. En France, personne n'en a été capable. Ben, c'est peut-être parce que je suis italien, n'est-ce pas? Voilà, les fameux enfants après eux. Lorsque vous vous apprêtiez à les écrire, est-ce que vous pensiez écrire un deuxième roman noir? Cela aurait été logique, non? Oui, et puis à plein d'égards, je pense que c'en est un. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un roman noir? Un roman noir, c'est un type particulier de roman policier qui prend prétexte d'une intrigue criminelle qui peut être parfois très très ténue pour parler du monde tel qu'il est. Ça a été inventé dans les années 30, au moment juste après la grande crise de 29, ou à peu près en même temps, où les États-Unis sont plongés dans un gouffre social et économique, que les espérances qu'il y a pu avoir dans les mouvements ouvriers ont été balayées, et il n'y a plus d'horizon idéaliste, et on revient à un sentiment assez fataliste par rapport au réel, puisque le roman noir, c'est un roman du gris finalement. Il n'y a plus ni bien ni mal, tout cela est très confondu. Les autorités sont pourries, les voleurs sont peut-être des héros, enfin tout ça se confond. Et ce roman-là, il fonctionne un peu comme ça. Il y a une petite intrigue criminelle au départ, pas grand-chose. Et d'ailleurs, mon éditeur, quand je lui ai envoyé à mon éditeur qui était le directeur de la collection Noire. Et au téléphone, après qu'il l'a lu, je l'appelle, on discute, et il me dit, tu sais, un vol de mobilette, ça va faire un peu juste. Et
Sur le coup, ça m'a beaucoup inquiété. J'avais bien senti que j'avais pris des distances par rapport au code du roman noir et que il y avait des parties entières du roman qui sortaient aussi des conventions du behaviorisme, qui étaient du commentaire, de la psychologie. Et je craignais beaucoup qu'ils me disent mais tu sais, tes idées, là, on s'en fout, il faut resserrer l'intrigue, il faut muscler tes personnages, etc. Et en fait, tous les éditeurs ne l'auraient peut-être pas fait. Et lui, il a vu qu'il y avait autre chose dedans. Et il l'a poussé vers ailleurs, quoi. Et je lui en sais gré. Vous l'avez suivi ou vous avez été réticent, dit non, non, moi je veux avec ma mobilette faire quand même un roman noir. Il faut dire que moi, le roman noir, j'adore ça, j'en lis, et je l'ai fait aussi, le premier roman, pour les raisons esthétiques que j'évoquais. C'est-à-dire que c'est un genre qui permet de parler du monde et qui, avec l'hameçon du crime, attrape le lecteur, et notamment le lecteur populaire. Et c'est des choses auxquelles je tenais. Mais c'est aussi une chapelle, le roman noir. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui iront jamais y voir. Et si on en sort... Moi, par exemple, je suis allé après. Je suis allé après. Oui, c'est dommage d'être si étroit d'esprit par moment. Je plaisante. Hein. Mais donc, du coup, je savais que quand il me disait ça, il m'ouvrait tout un lectorat que j'aurais jamais eu, en fait. Et que ceux qui avaient aimé le premier, eux, me suivraient. Donc, non, c'était quelque chose qui était une chance. Ce qui m'a inquiété, c'est quand il m'a dit on va sortir à la rentrée. Parce que ça, la rentrée, c'est Verdun pour un écrivain. C'est-à-dire qu'il y a 600 bouquins qui sortent, il y en a 15 qui se distinguent, c'est une hécatombe. Non, mais vraiment, quoi. Donc, pour se distinguer, l'année dernière, il y a des statistiques qui avaient paru. Je crois que donc, sur les 600 livres qui étaient sortis, il y en avait 15 qui avaient eu droit à 3 papiers au total. Et les autres, en fait, ils passent sous les radars. Il y en a quelques-uns qui arriveront à se distinguer un peu plus tard grâce aux libraires, aux bouche à oreille et tout. Mais il y a beaucoup d'écrivains qui restent au tapis, en fait. Il faut leur dire de venir publier au Luxembourg. Plongeons-nous maintenant un peu dans leurs enfants après eux. Tellement de choses en ont été dites que je préfère y entrer d'une manière impressionniste, si vous le permettez, plutôt que systématique, à la manière d'un puzzle. Et la première pièce du puzzle me fait demander ceci. Nicolas Mathieu, dans votre premier livre, l'action se déroulait dans les Vosges, la région dans laquelle vous êtes né. Or, vous situez votre roman, ce nouveau, dans une ville dont vous avez inventé le nom, Hayange. Le suffixe ange parle à tous les Lorrains et les Luxembourgeois. Et moi, j'ai lu Hayange, je crois que tout le monde a lu Hayange. D'où vous vient ce déplacement vers l'Est ? Parce que pour raconter cette histoire dont je savais à peu près... je voyais à peu près ce que je voulais raconter. Moi, je ne suis pas un planificateur, je ne fais pas un plan. Et puis après, mais bon, je savais que j'allais raconter un roman d'apprentissage, donc des vies qui commencent. Et puis je voulais que... Enfin, vous voyez un roman, vous le savez bien, ça s'écrit toujours à la croisée de différentes fixations, obsessions, blessures. Et il y avait l'idée de la désindustrialisation qui était là très forte. Donc, je voulais raconter des vies qui débutent dans un monde qui s'achève. Et j'aurais pu le raconter dans certaines vallées vosgiennes ou dans certains lieux du nord de la France aussi. Mais la Moselle, ce qui était intéressant, c'est que le paysage parlait pour lui-même. C'est-à-dire que j'ai commencé à m'intéresser au sujet de la désindustrialisation lorraine, j'ai fait des recherches. Et puis il y a Hayange, une vallée, un pont qui passe par au-dessus, où Fourneau est en plein milieu. Et puis la Vierge qui regarde tout ça, une immense Vierge de 10 mètres. Enfin, vous vous contentez de décrire le paysage, vous avez la moitié de l'histoire qui est dite, quoi, déjà. Donc c'est ça aussi, il y avait une puissance dramaturgique du lieu qui m'intéressait. Et c'est comme ça que ça s'est décidé au départ. Vous avez parlé de la fameuse mobilette, qui ne fait pas un roman noir. Moi, je voudrais un peu insister sur cette moto, si l'on veut. Ce serait ma deuxième pièce du puzzle. Il y a en fait 2 motos volées dans votre roman, l'une au début, l'autre à la fin, et 2 de vos jeunes personnages qui en font les frais
Au départ, c'est Hassine, le jeune beurre, qui pique la moto d'Antony, ou plutôt celle de son père, et à la fin, Antony subtilise celle de Hassine. Une sorte de vol croisé. La structure du roman, c'est une structure en miroir de toute façon. C'est-à-dire que tout tourne dans cette vallée qui est comme un bassin, avec le lac au milieu qui est noir, comme une étoile noire, et qui symbolise à lui seul un peu les puissances d'inertie qui s'exercent sur ces jeunes qui voudraient bien partir, qui voudraient bien exercer la petite part de liberté qu'ils ont. Et dans cette vallée, au cours de 4 étés, sur une dizaine d'années, chacun va essayer de jouer son va-tout pour s'arracher à ce monde-là. Et ça commence au bord du lac, ça finit au bord du lac, ça commence par un vol de moto, ça finit par un vol de moto, ça commence avec... c'est scandé par plein de... Et puis il y a les moments collectifs dans l'histoire qui scandent l'histoire. La structure, elle est comme ça, avec des effets de miroir. Et peut-être l'effet de miroir le plus important, c'est que Antony et Hassine, ils se détestent, mais c'est les mêmes. Ça m'a fait penser, pour proportion gardée, aux Gommes de Rob Grillet, où c'est je sais bien, une balle de revolver en fait qui traverse le roman, n'est-ce pas? Elle est tirée au début, et puis à la fin, elle va atteindre la cible, mais dans le miroir, c'est en fait le détective qui va tuer la victime à la fin. Ici, la moto aussi, elle traverse tout le livre, on la retrouve tout le temps, sauf que bon, il y a une espèce de métamorphose à un certain moment, et voilà, et on la retrouve. Et elle est là même antérieurement aux deux personnages, puisque c'est la moto du père, et qu'elle symbolise aussi la liberté que lui avait cru s'octroyer à un moment. Et quand il la regarde, c'est avec amertume aussi. Elle lui parle de la fin de sa propre jeunesse et de ses espoirs déçus. Et comment lui dire que cette moto a disparu, et surtout qu'elle part en flammes, cette moto? Qu'est-ce qui brûle avec elle? C'est la possibilité d'étouffer l'affaire, en tout cas déjà, qui est d'un point de vue purement dramaturgique. Mais au-delà de ça, je m'étais dit, quand j'essayais de construire l'histoire, et d'ailleurs c'est la fin du chapitre où la moto brûle, tout cela était tellement impardonnable. Mon idée, c'était de faire Shakespeare chez les Gilets jaunes, pour le faire vite, si vous voulez. Et je me souvenais notamment d'un film qui s'appelle Shotgun Stories. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, de Jeff Nichols, le réalisateur de Mud. Et ce film commence chez des gens très modestes, comme ça. Et puis, c'est un homme qui a eu une première famille, qui l'a quitté, abandonné, pour faire une seconde famille. Et le jour de son enterrement, la première famille arrive et un des fils crache sur sa tombe. Et ça c'est vraiment de la tragédie shakespearienne, ou même à l'antique, c'est faire des choses qui sont vraiment impardonnables. Et si modestes que soient les gens, ça donne une grandeur presque mythique à ce qui... Et la moto, elle fixe ça aussi. C'est trop grave ce qui s'est passé. Et on sait que la haine ne s'éteindra jamais. Oui, si j'insiste tant sur elle, c'est parce que ces deux motos mettent une certaine tension dans le récit, le traversant d'un bout à l'autre. On sent que chaque fois qu'elles apparaissent, il peut se passer quelque chose de violent. Un autre objet, un couteau qui va d'une main à l'autre vers la fin du roman, participe lui aussi d'un certain suspense. Il y a aussi un revolver. En tout cas, ça m'a fait penser au cinéma. Quand dans un film noir, la caméra fixe un couteau à un certain moment, c'est qu'il va réapparaître et servir à un autre moment. Tout comme quand on montre un téléphone, tôt ou tard, il sonnera. La moto devient alors comme le couteau et le revolver un élément emprunté de nouveau au roman noir. Oui, ou au cinéma en général. Dans le cinéma hollywoodien classique, il n'y a pas de plan qui n'ait pas un sens. Dans l'économie narrative, il n'y a aucun mouvement inutile. Et c'est en jouant sur cette présomption-là qu'on crée de la tension. Mais ce sont des ruses dramaturgiques. C'est-à-dire qu'avec ça, je produis une tension, je tends mon fil dramatique, et ça fait que voilà, c'est comme quand on affrète un train, on met une locomotive puissante pour tirer les wagons, tout le monde embarque, et puis derrière, moi, je vais pouvoir faire ce qui m'intéresse vraiment, c'est-à-dire parler des personnages, raconter leur mode d'existence, les amours et les haines qui les lient, etc. Mais
à la lettre, ça n'est qu'un prétexte, tout ça. Et comme chez Hitchcock, le MacGuffin. C'est des petits procédés dramaturgiques pour capter l'attention d'un lecteur ou d'un spectateur, le faire embarquer dans une machine narrative qui est efficace, et puis après, on fait ce qu'on veut. Et Rob Grillet, il y a moins ça, parce que lui, il se moque d'ennuyer son lecteur. Alors que moi, je pars du... C'est à la fois une idée esthétique et politique, c'est de se dire, si je fais un roman dont les pages se tournent facilement, tout le monde va venir le lire. Donc il ne sera pas excluant pour certains types de lectorat. Et après, en contrebande, moi, je ferai ce que je veux, parfois des choses qui sont un peu plus pointues ou exigeantes, et puis surtout la langue, quoi. Il y a aussi le travail de la langue. Oui, on va revenir à tout ça, à la langue surtout. Hein. C'est vrai hein, qu'on se laisse prendre, on se laisse prendre. On se dit, il doit se passer quelque chose là. La tension monte, et donc voilà. Hein. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Ça, vous le savez peut-être si vous avez lu le roman. En tout cas, on va pas le dire. Votre roman, nous l'avons vu, est implanté dans une région déshéritée, la Moselle, qui a connu des hauts quand les cheminées des usines fumaient, mais qui, dans les années 90, est au plus bas. Ceci alors qu'à quelques kilomètres de là, le Luxembourg voisin, nous, ici, bien présent dans votre roman, continue de prospérer et attire la main-d'œuvre lorraine. Comment expliquez-vous qu'une frontière puisse répartir si injustement, disons, la réalité sociale et forcer ceux de l'autre côté à jouer aux frontaliers? Oh, bah ça s'explique par les structures institutionnelles et juridiques du pays. Je crois que c'est aussi simple que ça. Il y a des choses qui sont possibles ici qui ne sont pas possibles en France, et donc le pays prospère grâce à ça. À quelques mètres, la frontière. Bien sûr. C'est la même chose pour Andorre, pour la Suisse, évidemment, quoi. Mais cette prospérité-là, qui est en grande partie financière, autant dire les choses, même ici. On ne peut pas, un pays de la taille de la France ne peut pas adopter un modèle semblable. Donc effectivement, il y a des effets d'aubaine grâce à Dieu, pour les riverains qui vont aller chercher l'argent qui leur fait défaut chez eux, chez leurs voisins. Et si vous lisiez un tout petit extrait justement sur comment est perçu le Luxembourg par ceux de l'autre côté, c'est à la page 250-251. Ça doit être le deuxième. J'espère que je n'ai pas dit n'importe quoi. Non, c'est pas la bonne page. Alors. Qu'est-ce qu'on a là? Non plus. Je peux vous le retrouver? Oh, alors j'ai mal marqué, ça c'est pas bien. Parce que c'était très on voyait donc comment vraiment est perçu de l'autre côté, disons, dans la tête. Sinon, on va le retrouver plus tard. Non, je ne suis pas si loin. C'est pas si loin. Oh, on va peut-être pas sacrifier trop de temps. De toute façon, il était très court. Hein. Vous allez le repérer dans votre exemplaire. Si vous ne l'avez pas encore, d'ailleurs, il est en vente tout à l'heure. Hein. Oui, hein, je crois qu'on va laisser tomber ces quelques lignes. Vous avez pris, Nicolas Mathieu, le parti de parler essentiellement d'une génération qui n'a pas connu l'usine, où on a seulement entendu parler à la maison, c'est-à-dire des jeunes qui, à l'ombre des hauts fourneaux éteints, tentent de s'inventer une vie faite plus d'ennuis que de perspectives réelles. Alors on va les présenter un peu quand même. Il y a là Anthony Casati, fils d'immigrés italiens. Bon, vous n'êtes pas, à ce que je sache, contrairement à moi, de descendance italienne, mais il se fait qu'entre 92 et 98, vous aviez entre 14 et 20 ans, et qu'on pourrait vous reconnaître en lui. N'avez-vous pas dit quelque part dans un entretien, en parlant de votre adolescence et votre jeunesse, ceci? Mais je sentais bien qu'il y avait des mecs mieux habillés, qui portaient de meilleures baskets, qui revenaient bronzés
après les vacances de février, et comme par hasard, c'était ceux qui chopaient les meilleures meufs. C'est Anthony. Je reconnais bien là mon style, oui. Voilà, c'est Anthony, ça. Oui, alors effectivement, ma conscience sociale est née vraisemblablement d'une série de râteaux que j'ai pris à l'adolescence. On peut le résumer comme ça. Oui, j'ai grandi dans la France pavillonnaire. Mes parents étaient... voilà, alors déjà, j'habitais pas dans le centre-ville et ils ont eu la bonne idée de me mettre dans des bahuts privés. Et pour des raisons j'allais dire que j'ignore, mais non, je les ignore pas. Souvent, les plus jolies filles étaient celles qui venaient des milieux les plus favorisés aussi. Et c'était celles auxquelles on avait le moins accès. Et ces frustrations-là, ce dépit-là, et puis oui, à l'époque, quand j'accédais pas aux bandes des mecs les plus cool, quand j'arrivais pas à séduire ce genre de filles qui portaient un serre-tête et des barbours, je croyais que c'est parce que j'étais insuffisant. J'étais pas conscient que c'était aussi lié à ma place dans le champ social. C'est venu plus tard. Et j'en ai conçu un certain dépit qui a nourri en partie ce roman. C'est-à-dire que les blessures qui vous sont faites, les bleus à l'âme que vous contractez à 15, 16 ou 17 ans, et ils vous structurent pour toute la vie. Et c'est un des carburants qui ont fait fonctionner le moteur narratif de cette histoire. Oui. Oui, parce qu'il y a cet Anthony, mais il y a en face aussi Steph. Steph, qui est une fille, justement, qui vient d'un milieu un peu plus aisé. Elle est ce que vous appelez peut-être les meilleures meufs. Et donc, un mec comme Anthony, ou comme vous, ne devrait avoir que peu de chances de l'approcher. Cependant, une idylle s'enflamme entre eux. Entre eux, surtout pour lui, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, à la faveur de l'été, il y a des circulations qui s'organisent dans cette ville autour de Slack, qui peut-être ne seraient pas passées pendant l'hiver, où chacun est dans un lycée différent, a des habitudes et des trajets différents. Mais là, la langueur de l'été, le loisir, à la lettre, quoi, c'est le temps disponible pour ne rien faire, fait que cette rencontre devient possible et que lui, dans cette fille-là, en fait, il tombe amoureux, mais peut-être qu'à travers elle, c'est une autre condition à laquelle il aspire. Et l'histoire du roman, comme tous les romans d'apprentissage, c'est aussi un roman de dessillement. C'est-à-dire que au départ, il prend des vessies pour des lanternes et peu à peu, il va voir ce qui se trame par derrière. Je relisais cet été l'éducation sentimentale. Eh ben, c'est bien par le sentiment, par une histoire d'amour à sens unique, que Frédéric Moreau devient moins sot et qui, en partie, et qui va avoir accès à des vérités, qui va être capable de démystifier une partie de la réalité. Alors, il y a Anthony, il y a Steph, et il y a ensuite, nous l'avons déjà mentionné, Hassine Bouali, le jeune beurre. Et ça met la question, disons, arabe dans votre roman et les tensions qu'elle entraîne. À ceci près que le fils de Rital, qui est Anthony, n'est pas non plus ce qu'on pourrait appeler un Français de souche. Ah bah oui, mais il l'a oublié, d'ailleurs son père aussi, puisqu'il est raciste. Donc ça, c'est la grande histoire des migrations, c'est-à-dire que vous arrivez, vous êtes le Rital, et puis votre petit-fils sera raciste contre le migrant qui arrivera par la suite. Ça, vraiment, c'est connu de toute éternité. Hein. Au début du XXe siècle, on massacrait des Italiens à Aigues-Mortes, et puis maintenant, les ouvriers d'origine italienne, ils votent massivement pour le Front National. Enfin, dans ces coins-là. Donc oui, voilà, ça, c'est comme ça que ça marche. On verra d'ailleurs que ce Hassine, après sa turbulente adolescence, plutôt communautariste, et sa jeunesse trouble... Communautariste, non, on ne peut pas dire ça, parce que ce n'est pas sur des principes d'identité que ça s'organise, leur entre-soi. C'est sur des principes de relégation géographique et d'urbanisme, oui. En fait. Il n'est presque pas question d'islam, par exemple, dans le bouquin. Ah non, à un moment, le père prie et... Hassine a cette réflexion, s'il priait, c'est que ça devait être grave. La question, à ce moment-là, n'est pas du tout brûlante comme elle l'est aujourd'hui dans les années 90. Ça m'a d'ailleurs étonné que l'islam ne soit pas là.
Dans mon souvenir, dans les années 90, c'est un problème brûlant pour l'Algérie avec le GIA, etc. Mais ce n'est pas ce qui structure la colère de ces quartiers-là à ce moment-là. Oui, revenons à Hassine. Alors je retire mon communautariste. Je le sentais plutôt parce qu'il sent quand même... Il y a un entre-soi, oui, mais de la même manière qu'Anthony et ses potes. Et voilà. Oui. Bon, lui, après toute cette jeunesse trouble, il va quand même finir par trouver sa place et sera heureux de se sentir comme n'importe quel Français. Ça paraît un moment plutôt inattendu quand il revient du Maroc et se retrouve en France dans les embouteillages. Et vous écrivez à ce moment qu'il se crée plus d'identité qu'à l'école ou les isoloirs dans les embouteillages. Expliquez-nous cela. Il ne revient pas du Maroc à ce moment-là. Il vient de passer 15 jours de vacances avec sa petite amie dans le sud de la France. Et voilà. Et il se retrouve dans les embouteillages. Il doit pique-niquer sur une aire d'autoroute. Et ça, c'est des rituels qui structurent la vie des Français moyens qui font ça, quoi. Moi, le premier. Et c'est comme le Tour de France ou Interville ou des choses comme ça. C'est des objets, des usages, des modalités de l'être ensemble qui se font à bas bruit, mais qui comptent très fort pour produire un sentiment d'appartenance. Et finalement, quand il est sur son banc en bois manger un œuf dur, c'est à ce moment-là peut-être qu'il se sent le plus français et pas du tout quand il est à l'école et qu'il fait de l'instruction civique. Votre roman, Nicolas Mathieu, se déroule en 4 actes, 4 étés, les étés 92, 94, 96 et 98, des vacances donc pour ces jeunes, ce qui accentue le désœuvrement, avec omniprésent, et ça m'a frappé durant ces étés, un soleil accablant, comme s'il fallait un ennemi de plus quelque part. Pourquoi ne pas lire cet extrait où il apparaît? Et j'espère que j'ai marqué la bonne page maintenant, c'est 157. Oui, parce que là, on serait mal. Non. Alors j'ai vraiment tout faux. J'ai vraiment tout faux. Alors, c'est lequel qui vous intéressait? Ben, celui où... Ah, non, attendez. Si, c'est ça. C'est ça. Voilà. Je l'ai trouvé, c'est celle-là. Donc de là, et puis il y a encore un début de la page à suivre. Non. Ici. D'accord. Ok. Ah, je suis content. Oui, c'est un moment de confrontation entre ces deux garçons. T'oses venir ici, dit Hassine, platement. Anthony fit glisser la bretelle de son sac, l'ouvrit, y plongea la main. Oh, fit une voix. La main d'Anthony avait reparu, armée du Mac 50. Tous les garçons refluèrent sous le préau. Mais c'est qui, putain, glapit Elliot, qui, sur son fauteuil, se sentait super mal barré tout à coup. Anthony braquait le pistolet droit devant lui, l'œil gauche fermé. Fais pas le show, dit Hassine, aussi calme que possible. Le soleil le frappait en plein visage, mais il distinguait parfaitement la tête carrée d'Anthony, son poing fermé, la gueule du pistolet. Alentour, les immeubles observaient la scène avec un détachement plastique. Hassine sentait venir la peur. Elle lui donnait de mauvais conseils, le pressant de supplier ou de courir. Mais depuis l'enfance, l'expérience lui avait enseigné que dans son monde, le prix de la lâcheté était plus élevé que celui de la douleur. En prenant la fuite, en s'évitant un coup de poing, on se condamnait au sort lamentable de victime. Il était encore préférable d'affronter son risque, quitte à le regretter plus tard. Cette seule leçon-là, apprise 100 fois, tenait encore Hassine debout face au Mac 50. Anthony releva le percuteur, et sous son index, il sentit la détente devenir d'une sensibilité presque sexuelle. Il restait calme, le moteur du scout vibrant doucement sous ses fesses. Quelqu'un cria d'une fenêtre. S'il tirait à cette distance, il ne pouvait pas le louper. Il suffisait d'une pression minuscule. Il en résulterait un bruit mat et l'expulsion d'une pointe de métal de 8 grammes qui ne mettrait pas un trentième de seconde avant de percuter la boîte crânienne de Hassine. À partir de ce point d'entrée d'un diamètre approximatif de 10 mm, le projectile brûlerait une part non négligeable
des tissus gélatineux qui permettaient à Hassine de respirer, de manger des Big Mac et de tomber amoureux. Au terme de son périple, presque inentamé, ce projectile abandonnerait sa tête en laissant derrière lui une béance rouge, imprécise, un froissement de chair et d'os. C'est cet enchaînement mécanique et anatomique qui organisait maintenant les rapports entre les deux garçons. Même s'ils n'étaient pas en mesure de le formuler avec ce degré d'exactitude, tous deux le comprenaient. Anthony soupira. Il allait le faire, il devait bien ça à son père. Une goutte de sueur passa dans son cou. C'était maintenant. Le scout, alors, cala. Oui, revoilà le revolver. Hein. On verra qu'Anthony n'appuiera pas sur la détente. Il ne faut pas le dire comme ça, voyons. Là, il n'appuiera pas. Hein. Ce revolver est encore là, hein, comme au cinéma, quand on le montre. C'est qu'il doit servir à un certain moment, ou non. Mais il m'a fait penser à un autre revolver. En fait, je ne sais pas si vous avez pensé à ce moment-là, quand vous l'écriviez. Ça m'a fait penser à cette plage de l'étranger où il y a Meursault avec le revolver dans la main. Et là aussi, en face, donc, l'arabe, si l'on veut. Et puis, il y a ce soleil qui joue presque le rôle principal. Non. Je n'ai pas pensé à ça. Je vois, hein, l'ambiance est un peu la même, mais l'étranger, c'est presque un roman du geste gratuit, de l'absurde, alors que là, le geste est motivé presque de génération en génération, et il est pris dans un écheveau de décisions individuelles, de ratages aléatoires et de structures socio-économiques. Donc il n'est pas du tout absurde, il est très justifié. Chacun des 4 étés, Nicolas Mathieu est inauguré, et voilà une autre pièce de mon puzzle, par une chanson. Cela commence par Smell Like Teen Spirit du groupe Nirvana et va jusqu'à I Will Survive, qu'on a beaucoup entendu lors de la Coupe du Monde de 98, où la France s'est retrouvée soudée par la ferveur. Et on passe par You Could Be Mine de Guns N' Roses, et La Fièvre. Là, nous sommes avec NTM. Ces 4 morceaux, qui sont les titres hein, presque des 4 parties de votre roman, ne résument-ils pas à eux seuls les 4 actes du livre? On est tout près de la bande sonore d'un film qui est censé donner l'ambiance. Alors oui, voilà, ces titres-là, ils ont été disposés là avec plusieurs... ces chansons ont plusieurs objets, plusieurs missions, si on veut. Tout d'abord, elle restitue l'ambiance de l'époque. Il y a un petit effet Madeleine pour ceux qui ont été adolescents dans les années 90. Ça rappelle tout de suite quelque chose. Je prends appui sur la mémoire sensorielle des gens que j'actionne grâce à ces titres qui rappellent quelque chose. Donc ça participe de la reconstitution de l'époque. Après, chacun de ces titres, il dit aussi quelque chose de ce qui va se passer dans la partie qui suit. Smell Like Teen Spirit, ça sent comme l'adolescence. Effectivement, c'est bien de ça dont il s'agit. You Could Be Mine, ça c'est bien toute l'histoire d'Anthony et de Steph. Et ce qui est important, c'est le conditionnel. C'est could, c'est pas you will. Et puis, à la fin, la mention de ces chansons, ça participe du projet esthétique et politique du livre. De même que j'essaye de montrer la grandeur de ces vies qui ne sont pas grand-chose, je pense que les chansons, les ritournelles qu'on écoute dans sa voiture, dans un bal, etc., elles ont une certaine noblesse aussi. Et même si elles n'ont pas une légitimité culturelle très grande, elles peuvent avoir une importance immense dans une vie. Et toute votre existence, voilà, vous avez été amoureux à 15 ans, vous êtes retrouvé dans un bal, vous entendez la chanson de l'été ce jour-là, c'est une chanson médiocre. Et toute votre vie, quand vous l'entendrez, ça vous rappellera ce moment-là. Ça vous permettra de rééprouver ce que vous avez éprouvé, et puis d'éprouver surtout la mélancolie du « ça a été », parce que ça vous rappelle qu'il y a de la distance, que le temps a passé. Et il y a cet effort-là aussi. Il y a un moment aussi d'un bal où il y a un slow assez grave, avec des choses définitives sur le sens de la vie,
et ils écoutent Eros Ramazzotti. C'est ce mélange-là qui est intéressant. Cela me permet d'entrer un tout petit peu dans la fabrique du livre. Est-ce que ces 4 musiques étaient là et puis vous avez construit les 4 bras du roman, ou est-ce qu'elles sont venues pendant que vous écriviez ou après? Non, enfin, Smell Like Teen Spirit, c'était là dès le départ. Je savais que, voilà, les années 90 ayant commencé avec Nirvana, et non avec la chute du mur, comme on se plaît souvent à le croire, il fallait que je pose cette fondation-là au début du bouquin. Et je savais qu'il y aurait 3, 4, 5 ou 6 parties. Je n'étais pas sûr du nombre de parties. À un moment, j'ai envisagé d'en faire une par an. Et il y avait 6 années où... C'est vrai qu'il manque les années ouais, impaires. Oui, absolument. C'était trop de travail, j'ai renoncé. Et, à part... chaque roman, chaque histoire doit se trouver sa forme. Et alors je savais qu'il y aurait des étés, je savais qu'il y aurait les ellipses. J'ai commencé à mettre une chanson au début de la première partie. Et comme ça a essaimé, quoi. Et puis la dernière, c'était l'évidence, ce serait I Will Survive, qui est une chanson très pénible, mais qui est vraiment la chanson de cet été-là. Cela m'amène à parler de la langue que vous utilisez dans votre roman. On est plus près de la langue parlée que de la langue écrite, quelque part, quoique, avec des jeunes qui ont leur code, pour être, comme dirait Céline, au plus près des émotions, mais c'est aussi comme si vous rendiez hommage à leur parler. Oui, en tout cas, la manière dont j'écris, c'est une langue, c'est des phrases, c'est un texte qui brasse différents niveaux de langage. De la même manière que moi, je suis traversé par différents niveaux de langage. Ceux du monde dont je suis issu, le niveau de langage que j'ai acquis à l'université, celui que je parle ce soir avec vous, qui n'est pas exactement le même que celui que je parle quand j'étais tout à l'heure, j'ai déjeuné avec ma mère, etc. Et cette trame-là, ce tramage de langues différentes, de niveaux de langues différentes, ça produit cette langue-là, qui est celle du roman. Et puis, il y a les dialogues. À quoi ça sert des dialogues? Comment ça marche? Qu'est-ce qu'on en fait? Beaucoup de dialogues. Mais jamais explicatif chez moi. Très rare que les dialogues fassent avancer l'intrigue ou que les gens se disent des choses sur ce qu'ils pensent vraiment. C'est des dialogues, en fait, qui restituent une sonorité, comment ça parle des jeunes, des tics, des habitudes, et qui témoignent de ce qu'ils sont, en fait. Alors, je ne sais pas si je peux aller jusqu'à dire que c'est un hommage, mais c'est leur empreinte, quoi. Et puis, ça poursuit aussi l'horizon un peu réaliste que j'ai. C'est-à-dire que dans le livre comme dans la vie, ces ados, parfois, ils font d'une conversation entière avec 4 mots, quoi. Et moi, c'était mon cas quand j'avais cet âge-là. Hein. Avec putain et grave, je faisais l'après-midi. Hein. Bien entendu, Nicolas Mathieu, qui dit jeune, dit aussi leurs parents, les Casati, les Boali et les autres. Cette génération qui, après avoir trimé, a été écartée et vit un peu entre le souvenir d'un passé prospère et le sentiment d'un déclassement injuste qui fait qu'ils ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Une exception, au moins une, semble sortir du lot de la routine, c'est Hélène, la mère d'Anthony. Elle qui lutte, entre autres, pour que ne se fane pas sa beauté, elle qui résiste. Oui, c'est un personnage vaillant. Je ne sais pas très bien pourquoi, j'ai du mal à vous le dire, parce que je n'ai pas vraiment... il m'arrive qu'on me demande pourquoi les femmes s'en sortent mieux que les hommes dans votre livre. Est-ce que c'est une défaite de la masculinité? Est-ce que les femmes sont par nature plus fortes? Ce n'est pas des décisions idéologiques ou de principes comme ça. Il y a des personnages que je crée, et puis au fur et à mesure de l'écriture, ils prennent de l'épaisseur, ils s'autonomisent, ils se mettent à exister par eux-mêmes. Et Hélène avait la force de s'en sortir beaucoup mieux que Patrick. Plus que le déclassement, pour les hommes, ce qui leur arrive, c'est que le monde pour lequel ils ont vécu est mort. Et donc non seulement ils n'ont plus de place, mais ils n'ont plus rien à donner. Leur héritage, c'est une valise de billets qui n'a plus cours. Et leurs enfants n'en veulent pas. C'est-à-dire que l'histoire, la geste ouvrière, quand ils la racontent à leurs enfants, ça n'a
à la lettre plus de sens, plus de valeur pour eux. Donc c'est aussi une histoire de la déshérence. Alors que les femmes, effectivement, elles ont du ressort. Écoutez, et puis il faut le dire quand même, c'est autour de moi, c'est un peu ce que j'ai constaté, ça doit compter. Les enfants, ce sont les eux dont parle le titre, leurs enfants après eux. Il s'agit, ça m'a beaucoup interpellé ce titre. Après, bon, on voit d'où il vient, puisque vous le dites dès la première page, n'est-ce pas? Il s'agit d'une citation que vous êtes allé chercher dans la Bible, dans le livre de Ben Sira, le sage, plus précisément, le Siracide, donc, pour être un peu... qui parle d'hommes dont le souvenir s'est perdu comme s'il n'avait jamais existé. D'ailleurs, vous mettez 4 vers du Siracide en épigraphe de votre roman, les voici. Il y en a dont il n'y a plus de souvenir. Ils ont péri comme s'ils n'avaient jamais existé. Ils sont devenus comme s'ils n'étaient jamais nés. Et de même, leurs enfants après eux. Est-ce, Nicolas Mathieu, pour donner un nom aux grands oubliés des médias, notamment, que vous avez écrit ce livre? Oui, enfin, pas par rapport aux médias, mais c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des vies qui ne laissent pas de traces dans l'histoire. Et moi, c'est ces histoires-là qui m'intéressent, en fait, avec un H minuscule. Et notamment parce qu'en fait, elles valent autant d'être vécues que les autres. En citant la Bible, comme ça, c'était aussi une manière de montrer que ces vies qui semblent minuscules et dérisoires, elles ont une grandeur presque mythologique. Ça faisait un écho historique qui leur conférait une noblesse aussi. Et puis, il y avait cette idée des cycles et leurs enfants après eux. Et c'est quand même un roman qui est très attentif à ça, au phénomène de la reproduction. Comment on s'arrache à son monde, comment on y arrive ou on n'y arrive pas, etc. Et puis cette citation, en fait, je l'ai trouvée parce que je m'intéressais à ce moment-là, quand je préparais le bouquin, à Louons maintenant les grands hommes, le livre de James Hadji, qui est illustré par les photos de Walker Evans, qui est une enquête qu'a menée un journaliste, donc James Hadji, qui travaille à l'époque pour un journal économique de New York, c'est dans les années 30, et son rédacteur en chef il lui dit « Va voir comment ça se passe, si on est en pleine crise, comment ça se passe dans le sud des États-Unis, dans le Mississippi, comment s'en sortent les gens. » Et il part avec ce photographe. Et là, il va être frappé à la fois par l'extrême misère des métayers, la grande noblesse de ces gens. Il va vouloir leur rendre justice. Et il le fait en essayant de pousser aussi loin que possible à la fois la démarche documentaire et l'ambition poétique. Alors moi, c'était un peu des modèles que je m'étais donnés comme ça. Et en donnant ce titre, je me fixais aussi le cap de mon projet d'écriture. Mais ne nous dites-vous pas aussi, attention, je parle de maintenant, mais c'était une histoire vieille comme l'humanité. Ah bah que la plupart des vies ne laissent pas de traces et que la vérité des sociétés, ce soit la hiérarchie, les écarts, les frontières, les fractures et la reproduction, ça me semble l'évidence. Après, ces vies-là ne valent autant d'être vécues que les autres. On peut être heureux, aimer et être fier de ce qu'on est là où on est. Le problème politique derrière ça, c'est de se dire, certes, il y a des phénomènes de reproduction, mais à partir de quand un système ne permet plus qu'il y ait des exceptions? Certes, il y a des écarts entre les riches, les pauvres, entre les mondes sociaux, mais à partir de quand ces écarts deviennent intolérables? Certes, il y a des inégalités, mais quand est-ce qu'elles atteignent un seuil critique à partir duquel la société bascule? C'est ça qui est la question politique. Mais sur la structure elle-même, elle demeure. On sent, et je vais peut-être conclure avec ça, l'entretien, puisque j'aimerais bien que vous nous lisiez un extrait, et peut-être qu'on ait aussi l'occasion de parler, de dialoguer un peu avec le public. Donc on sent, Nicolas Mathieu, tout au long du roman, que vos adultes, les Casati et les autres,
s'il s'agit de personnages, disons, des faits, ils pourraient prendre leur revanche, peut-être avec leur bulletin de vote. N'a-t-on pas voté beaucoup, Front National, dans la région, à Hayange surtout? Alors, on n'a surtout pas voté du tout, essentiellement. C'est le choix majeur de ces gens, en réalité, c'est de tourner le dos au vote. Effectivement, que les violences sociales et économiques qui sont exercées sur ces catégories se soient traduites par un revirement vers l'extrême droite, oui, bah ça c'est l'évidence. Ça a été analysé 1000 fois pour des tas de raisons, parce que sans doute ils ont été déçus par les autres offres politiques, parce que le Front National offre des idées de protection qui les séduisent, protection identitaire et économique. C'est ça, hein. Ces gens-là, ce sont les plus exposés, donc ils voudraient être le plus protégés. Et puis, ouais, enfin, il y a le problème aussi de ce qu'était devenu la gauche en France, quoi. Avez-vous envie, ça me vient maintenant cette question, de reprendre ces personnages pour un livre à venir? Non. Enfin, en tout cas, pas tel que... mais les personnages d'ado de ce roman-là, finalement, ils s'originent dans le premier roman. Il y a déjà 2 personnages d'ado. C'est pour ça que je vois une filiation entre les deux. Alors à ce moment-là, c'est pas reprendre les mêmes personnages pour sous les mêmes formes exactement, les mêmes identités. Mais si on considère les types de personnages comme des motifs, eh ben les rejouer autrement dans un 3e roman. Alors oui, la mère d'Anthony, Stéphanie et Vanessa, c'est-à-dire ces jeunes filles qui cravachent à l'école pour sortir de leur milieu, ça c'est des trucs qui continuent à m'intéresser beaucoup, et je pense que ça, on en verra la trace dans le 3e bouquin. Alors on attend avec impatience ce 3e bouquin. Et moi donc. Dans ma toute dernière pièce du puzzle, je voudrais revenir sur le couple Anthony et Steph. Les étés, on le sait, sont propices au premier amour. La 4e de couverture de votre roman dit ceci: au bout, ce sera pour Anthony le premier amour, le premier été, celui qui décide de toute la suite. Peut-être pourrions-nous alors, avant de passer la parole au public, conclure notre entretien avec la lecture d'un passage qui s'y réfère, aux pages 277, 280, et j'espère que cette fois-ci c'est la bonne, et peut-être, puisque c'est un extrait un peu plus long, si vous avez envie de vous mettre à ce micro-là, voilà. Donc, voilà, jusqu'à 280 quelque part en bas, vous verrez. L'ancienne centrale électrique était le pire endroit pour un rencard. Une ruine dévorée par les ronces, plantée sur une colline envahie de fougères et de mauvaises herbes, avec des restes de feux de camp dans les coins, des capotes, des bris de verre. Steph regrettait déjà d'avoir fait le déplacement. Surtout que ce petit con était en retard. Elle patientait donc debout, figée dans l'immobilité grasse de ce soir d'été. Elle regarda sa montre une nouvelle fois. Elle avait soif et envie. Quand même, il arriva. Le mec se pointait sur une bécane toute pétaradante et malingre, les jambes largement ouvertes, sa chemise en lambeaux, avec des pompes de ville pointues et l'air complètement hébété. Parvenu à quelques mètres, il coupa le moteur pour finir en roue libre, puis la moto s'immobilisa tout près, avec un gracieux mouvement élastique des amortisseurs. On aurait dit un môme sur un cheval à bascule. « Salut, t'avais oublié ?»« Non, je suis à la bourre, désolé. » Il mit la béquille et descendit de moto. Steph le fixait. Il plongea ses mains dans les poches arrière de son jean. Ça faisait ressortir ses épaules d'une manière plutôt pas désagréable. « Tu t'es encore battu ?»« Non. Et ta chemise, là ?»« C'est rien. » Elle le laissa mariner un moment. Il avait l'air un peu con, mais en même temps, après les coups de vis de Simon, ça la changeait. Puis il était pas mal quand même. Elle le laissa mariner un moment. Le côté brut, timide, avait son charme. « Bon allez, viens, tu m'énerves. » Elle lui fit signe, et ils gagnèrent un escalier situé à l'arrière de la centrale. De là, au moins,
On apercevait le centre-ville, son mouchetis de lampadaire, le lacis des routes où passaient de rares voitures, la ZUP et ses fenêtres palpitantes et bleues. Les marches étroites donnaient sur d'anciens vestiaires. Ils s'assirent côte à côte, se touchant du coude. Anthony regardait ses mains et pensait à son père. Il était venu malgré tout. Steph alluma une clope. « Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé ?»« Une embrouille, c'est rien. » Le silence retomba, épaissi par la chaleur. Par ce temps, tout prenait une consistance d'huile. La jeune fille le détaillait pendant qu'il fixait ses doigts rongés, les rougeurs sur son cou, le découpage de la pommette, les joues lisses, le coquard, cette peau veloutée, jeune, son odeur. Elle soupira. « T'es pas marrant. Il fait trop chaud, je sais pas quoi te dire, moi. » Il avait parlé en faisant un geste d'impatience, comme s'il jetait des pièces sur le sol. Il était empêtré, hésitant. Steph avait envie de s'amuser. « Alors, on est venu là pourquoi ?» Il la regarda. Elle était toute bronzée, les cheveux attachés, en short et converse, avec un chemisier bleu sans manches. Il reconnaissait son parfum, toujours le même, de barbe à papa. Et puis sur ses cuisses, le duvet blond. Elle lui avait posé la question par défi. Elle savait bien ce qu'il voulait. Elle poursuivit. « Tente quelque chose au moins. »« Comment ça ? Ah, tu vas pas rester comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? C'est quand même pas à moi de te dire ce que tu dois faire. Tu veux que je t'embrasse ? Essaie, tu verras bien. » Il envisagea la chose. Ça semblait tout de même gonfler. Les yeux de Steph étaient pleins de malice, mais pas au point de le décourager tout à fait. « T'as jamais couché avec une meuf ? » ?»« Mais si, s'indigna le garçon. »« Bah alors, comment t'as fait avec les autres ? » ?»« Je sais pas, ça s'est fait tout seul. Et avec moi, t'es bloqué. De toute façon, je vais pas te choper là, dans l'escalier. » Elle éclata de rire. Évidemment, elle n'allait pas se le taper ni sur l'escalier ni ailleurs. Mais elle pouvait toujours le prendre cinglé pour rigoler et lui lâcher un petit bisou de consolation vite fait en fin de soirée. « Moi alors, qu'est-ce qu'on fait ? » ?»« Tu veux bouger ?» dit Anthony. « Mais attends, tente un truc au moins. »« Quoi ? Ce que tu veux ? » ?»« Ce que je veux ? Promis ta carte blanche. »« N'importe quoi ? Open bar, je te dis. » Elle souriait, et lui aussi. Pour Anthony, c'était autant une occasion que le risque de tout foutre en l'air. Il fallait la jouer fine. Il attrapa son poignet droit, attira sa main jusqu'à lui. Steph était tenté d'éclater de rire. Qu'est-ce qu'il allait faire, ce con ? Il porta les doigts de la jeune fille à ses lèvres et y déposa un baiser. Merde, un romantique. Ouais, t'es trop un gentleman en fait, trop. En attendant, il tenait toujours son poignet et elle ne se dérobait pas. C'était entre eux un point doux de contact, la peau. Les yeux de Steph faisaient des étincelles. Ils entraient maintenant dans cette clairière bénie du jeu. Ça tombait bien, la nuit venait, les choses, finalement, ne se coupillaient pas si mal. « Aïe, je crois que je suis amoureuse. Normal, t'es con, tu sais. T'aurais pu me toucher les seins. Ou ton cul, ou pire même. Sérieux ? Non, t'es ouf. » Elle récupéra son poignet, elle repoussa pour la forme. Par son chemisier entrebâillé, il apercevait la bretelle tendue de son soutien-gorge, la rondeur du sein, et à la lisière du tissu, un grain de beauté. Elle faisait envie comme une plage, comme une pâtisserie, comme le chocolat. « Oh, tu veux que je t'aide ? C'est bon, j'ai rien fait. Bon, allez, on bouge. » S'étant levée d'un bond, elle se tourna vers la ville silencieuse, s'épousseta les fesses, puis posa les mains sur ses hanches. Elle était là, bien campée devant lui, une statue, une tour Eiffel. Merci pour cette belle lecture. Voilà, je crois qu'on a encore un peu de temps. Je n'ai pas contrôlé le chrono. Je vois qu'on me fait un signe oui avec la tête. Donc on peut peut-être voir si vous avez envie soit de faire un petit commentaire, soit de poser une question. Bon, nous, ce qu'on a fait, c'est, puisque ce livre est sorti l'année dernière, et puisqu'on en a
tellement parlé quand même, donc on a essayé de prendre quelques fils. Hein. Il y a bien entendu beaucoup plus de choses dans le roman. Si vous l'avez déjà lu, donc vous connaissez tous ces fils et donc c'est beaucoup plus facile peut-être de faire des commentaires et tout ça. Sinon, voilà, prenez les fils qui vous semblent les meilleurs et je crois qu'on a déjà une intervention. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour ce roman. Pardon, j'ai la voix qui est cassée ce soir. Vous disiez tout à l'heure qu'à l'âge d'Anthony, vous aviez en 92 14 ans, son âge. Vous utilisiez en abondance des mots comme putain et grave, mais toutes les descriptions que vous faites dans son livre sont absolument merveilleuses. C'est des exemples remarquables. Je retiens quelques descriptions qui montre l'épaisseur de l'air, la moiteur, la viscosité. Vous arrivez à trouver les mots justes pour donner une ambiance. Cette ambiance autour du lac, c'est quelque chose d'extraordinaire. À un moment, vous parlez aussi du cœur d'Anthony qui est entouré de barbelés. Et on sent ce cœur, on a l'impression de ressentir, c'est-à-dire que vous faites à la fois la sensation de tous les sens, les odeurs, les couleurs. Vous parliez tout à l'heure de cette fenêtre palpitante et bleue. On a rarement vu des fenêtres qui palpitent, mais on a l'impression de voir effectivement tous ces décors s'animer. Donc vraiment, les descriptions sont extraordinaires. Et on a eu un exemple tout à l'heure aussi du suspense à travers ces descriptions, au moment même où on tient le pistolet et vous prenez le temps de décrire dans la précision le nombre de millimètres, le dégât que ça va faire en sortant, etc. C'est absolument haletant. Donc, merci beaucoup. Je voulais vous poser une question, mais la question a déjà été posée, c'est-à-dire comment vous en êtes arrivé à vous identifier à Anthony à 14 ans, mais vous avez en partie répondu. Mais je voudrais savoir aussi comment vous est venue cette idée. À 14 ans, je pense que vous ne saviez pas trop ce qui se passait dans cette région de Lorraine. Comment il vous est venu l'idée des Vosges à la Lorraine de prendre cette région, justement. Et on a l'impression que vous l'avez vécu à cet âge-là. Voilà. Mais, au tout début du roman, j'ai commencé à me documenter pour essayer de le localiser quelque part. Et je voulais effectivement que la géographie figure une partie de ce que je voulais dire, donc la désindustrialisation, comme je le disais. Et donc je commence à me promener en voiture, je vais à droite à gauche, et j'arrive un soir alors je vais voir Hayange, et puis je vais voir le haut fourneau, le U4 à Ucange. C'est un haut fourneau qui est éteint depuis très longtemps et qui a été conservé comme ça. Et là, j'ai su que ce serait ça, la géographie de mon roman. Et puis, j'ai eu une autre révélation à ce moment-là. Parce que, alors, il faut imaginer le truc, j'étais tout seul et il faisait un froid de gueux. C'est un cimetière des éléphants, hein, c'est-à-dire c'est une immense... un immense imbroglio de tuyauterie rouillée. C'est très impressionnant. C'est éclairé par en dessous par des spots, etc. Et j'avais mon Walkman sur les oreilles et je regardais ce qui se passait, je faisais le tour. Et puis à ce moment-là, j'ai entendu une chanson de Springsteen qui est The River. Et dans cette chanson, la chanson commence comme ça. Springsteen raconte une histoire avant de chanter. Et il dit, quand j'étais gamin, j'avais les cheveux longs et mon père détestait ça. Et il me disait tout le temps, vivement que tu ailles faire tes classes à l'armée, qu'on te les coupe. Et ils avaient des rapports hyper tendus. Et puis un jour, il décide, c'était au moment de la guerre du Vietnam, de devancer l'appel. Et donc, il est convoqué pour faire des tests médicaux. Il le dit à sa famille. Il passe une dernière nuit avec tous ses potes à boire des bières et à tourner en voiture dans la petite ville du New Jersey où il a grandi. Et puis il échoue. Je sais pas, il doit avoir les pieds pleins, un problème de vue. Donc il peut pas partir. Et quand il rentre, il trouve son père seul. Voilà, c'était un ouvrier aussi, un homme assez taiseux, qui lui dit alors comment ça s'est passé. Alors moi, je suis devant mon fourneau au moment où il raconte tout ça en anglais. Et puis Springsteen dit ça n'a pas marché, ils veulent pas de moi. Et le père répond juste That's good. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait des épaisseurs, il y avait des décennies de silence entre eux, et ils ne pouvaient pas se parler. Mais dans ces trois lettres-là, il lui a dit « je t'aime ». Voilà. Et là, j'ai su que ce serait aussi une histoire des pères.
et pas seulement des fils. Et tout s'est passé à cet endroit-là. Alors bon, bah voilà, on a les épiphanies qu'on peut. Moi, c'était devant le U4 à Ucange. Voilà. C'est comme ça que tout a commencé. Une autre intervention, voilà. Oui, Nathalie. merci. Je voulais revenir sur les dialogues et sur le fameux rien. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Rien. Et je trouve que c'est très fort et c'est très révélateur de ces années-là, parce qu'on est après le mur de Berlin, la chute du mur, on est après la découverte du sida, on est avant les tours jumelles, et on est dans cette espèce d'espace-temps, de vacuité, d'ennui, peut-être de désœuvrement dont il a été question. Alors tout l'art, c'est d'écrire l'ennui de façon non ennuyeuse. C'était la question de Flaubert dans sa correspondance à Louise Collet. Et on dit actuellement des Gilets jaunes qu'ils sont entravés. C'est un travail de Laurent Jean-Pierre qui a écrit In Girum, ils tournent en rond et ils sont entravés. Est-ce que vos personnages ne sont pas entravés par une vacuité, par un blanc, par une perte de repères, d'horizon, et qu'ils doivent... ils sont jeunes, donc ils ont besoin de remplir un vide. Et je crois qu'ils sont entravés par ce vide. Et je crois que vous le montrez très bien. Voilà. Merci beaucoup. Oui, il y a de ça, effectivement. Et le roman fonctionne sur diverses mécaniques, mais il y en a une qui serait la vitesse versus la contention. Et ils sont tout le temps entravés, pris dans leur ennui, leur vague à l'âme, mais aussi dans l'été. L'été fonctionne comme une matière. Et l'inertie sociale dans laquelle ils sont pris, c'est-à-dire que c'est difficile de décoller de cet endroit, elle est aussi figurée par le climat. Ils sont pris là-dedans. Et face à ça, ils vont tenter la vitesse, par exemple, l'ivresse, l'amour. Ils tentent de produire des intensités pour s'arracher à la pesanteur, en fait, qui règne dans cette vallée. Et c'est exactement ça. Après, c'est vrai que la décennie des années 90, c'est une décennie d'entre-deux. Moi, le souvenir que j'en ai, c'est que j'étais très dépolitisé, que j'avais l'impression que l'histoire, c'était fini, en fait. Et il y avait même un livre qui avait été publié sur ça par Fukuyama, la fin de l'histoire. On s'était dit, bon, le communisme, c'est fini. Un paradis libéral se tend devant nous, ça va être fantastique. Et c'est vrai que nous, politiquement, qu'est-ce que c'était pour nous, la politique? C'était Rage Against the Machine, quoi. C'était crier dans un micro, mais ça n'allait pas beaucoup plus loin. Mais au-delà des circonstances, à la fois historiques et des circonstances géographiques de l'endroit où il se trouve, c'est aussi, je pense, un invariant de l'adolescence, ce sentiment-là. C'est qu'on ne sait pas quoi faire de sa peau. Et qu'au début, il dit le temps ne passait pas, et en même temps, les vacances étaient presque déjà finies. Ces trucs-là, ça va trop vite et pas assez vite en même temps. On sent exploser, en même temps, on a l'impression qu'on ne peut rien faire. C'est ça aussi, ces contradictions-là qui font l'adolescence. Je crois qu'il y a une autre prise de parole là-bas. Et voilà, bonsoir. Bonsoir. C'est peut-être une déformation professionnelle de ma part, mais j'ai l'impression que la littérature, et en particulier votre roman, mais aussi ceux d'Édouard Louis, de Didier Ribon, arrivent à cerner un malaise dans la culture, un malaise profond dans la culture que la presse ou que le discours politique ont du mal à cerner. Et je ne sais pas si vous partagez cet avis, et si vous le partagez, quelles pourraient en être les raisons que la littérature, qu'on a tellement décriée, qu'on dit quasi morte parfois face à des nouveaux médias, qu'elle arrive, pas par surprise, mais qu'elle arrive en ce moment précis à donner une voix ou à représenter un malaise qui pour beaucoup d'autres types de discours est mystérieux. Donc vous êtes enseignant, c'est ça? Je suis professeur à l'université. En réalité, je pense que ce n'est pas la littérature qui est capable de ça. Ce qui distingue les trois auteurs dont vous parlez, c'est-à-dire moi et puis Édouard Louis et Ribon, c'est les milieux dont ils viennent. Et donc ils témoignent pour ces milieux-là qui n'ont peut-être pas accès à la parole dans les médias généralistes et qui n'ont plus, maintenant que le Parti communiste est mort et tout ça, d'expression directe dans le champ politique institutionnel. Donc déjà, il y a d'où tu parles, camarade. Eux, ils parlent de ces lieux-là. Et puis, donc, il y a le lieu d'émission, mais des écrivains qui venaient de ces milieux-là, il y en a toujours eu. Il y en a plus aujourd'hui parce que il y a toute une série de
de gens qui ont fait des études longues et qui restent précaires et qui viennent des milieux populaires. Donc il y a une multiplication de ces voix-là. Mais ce qui change peut-être surtout, c'est qu'on y prête une oreille plus attentive parce que politiquement, on sent que c'est des sujets ultra brûlants. Et que les lieux dont ils viennent, géographiquement et socialement, ce sont des poudrières politiques. Ce sont les gens qui votent pour le Front National, ce sont les Gilets jaunes, ce sont tout ça. Donc il y a une curiosité. Et puis, en tout cas pour les bouquins de Édouard Louis et Ribon, c'est des phénomènes sociaux intéressants, c'est des livres de transfuges. Et je pense que ça a du succès parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont transfuges eux-mêmes et qui ont besoin qu'on mette pour eux les mots sur leur situation. Moi, je me souviens, quand j'ai lu Annie Ernaux, j'avais 20 ans, ça a été un bouleversement, je suis tombé à la renverse. Parce qu'elle avait mis pour moi des mots sur ce qui m'arrivait. Souvent, j'ai l'impression que la littérature peut tout et tout le temps, elle le fait toujours, ce travail-là. Mais on s'y intéresse plus ou moins, en fait. Et aujourd'hui, on s'y intéresse beaucoup parce qu'il y a une actualité de ces sujets-là. Ici, dans la première rangée. Vous avez lu attentivement avec nous, j'ai vu, vous avez le livre dans la main. Bon, oui, ça m'arrive. En fait, j'ai 2 questions. Ce qui me frappe dans votre roman, c'est vraiment que les gens ne se parlent pas, ils échangent des mots comme des coups. Et il y a un contraste très fort à partir de ce constat-là. Le narrateur, est-ce qu'il en sait trop par moment? Est-ce qu'il en sait trop? Oui. Ah, mais, si je pensais ça, j'aurais fait savoir moins. J'ai pas compris, pardon. Ça, c'est des postulats. C'est-à-dire que soit on choisit d'avoir un narrateur omniscient, soit pas, quoi. Ouais. Moi, ça m'arrangeait qu'il le soit, parce que j'avais envie de dire certaines choses, donc je l'ai choisi comme ça. On aurait pu le traiter autrement, avec une démarche plus caméra embarquée, avec un point de vue plus proche des personnages, ou avec un roman plus behavioriste. Si au monde il y a bien une personne qui ne peut pas dire qu'il en sait trop, c'est moi, puisque c'est moi qui ai fait ces choix-là. Après, à ce moment, je peux peut-être vous retourner une question. Qu'est-ce qui vous dérange dans le fait qu'il en sache autant ? Les analyses qu'il y a entre les passages de dialogue. Par exemple, justement, la balle qui traverse la tête. Il en sait trop. Oui, mais j'ai dit pourquoi, pas quoi. Oui, dites-moi. En quoi ça vous... Il y a une question derrière. Est-ce que les personnages vous ont surpris de temps en temps, vos personnages? Oui, alors ça c'est une autre question, mais... Non, c'est le même. Mais quand même, il faut que je vous dise que c'est vrai qu'à des moments, j'ai eu des scrupules par rapport à l'acuité analytique de ce qu'il y avait par moment en dehors de l'action. Et notamment parce que je voulais écrire un roman noir au départ. Et je me suis dit, là, tu vas trop loin, tu t'exprimes trop, tu prends le pas sur les personnages. Donc, c'est des scrupules que j'ai pu avoir. Et puis, finalement, j'ai laissé. Est-ce que les personnages m'ont surpris ? Oui, alors vraiment, et ça recoupe ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est-à-dire que comme le personnage de la mère d'Anthony, à un moment elle avait pris une épaisseur, et puis elle a réussi à s'émanciper sans que je l'ai vraiment voulu, et à l'inverse, je crois que j'ai tout le long du roman rêvé d'une résolution violente parce que j'étais encore dans l'idée que je faisais un roman de genre, et que les personnages ne m'ont pas laissé faire parce qu'ils étaient devenus trop réels en fait, et que c'est une hypothèse... une sortie, il n'y a pas de sortie en fait. Ils ont continué à vivre par eux-mêmes. Et la deuxième question, tout à l'heure j'ai eu 10 minutes de temps mort, j'ai commencé à lire votre premier bouquin. Et ce qui frappe là-dedans, dans les premières pages, c'est l'Algérie. Une question très ouverte, l'Algérie, c'est quoi pour vous? Ça vient d'où? Ça m'intéresse. Alors, le premier roman commence en Algérie, ça avait 2 vocations. Il y a un des personnages, peut-être que c'en est qu'une en fait. C'est un grand moment
de notre histoire d'ambiguïté morale. C'est-à-dire que des gens normaux vont devenir des héros ou de parfaits salauds. Parfois, ça se joue à quasiment rien. Et surtout, ils n'avaient rien demandé à personne. Et l'histoire a débarqué dans leur vie sans qu'ils l'aient choisi. L'histoire, elle arrive, c'est comme une rafle, elle vous embarque et vous n'avez pas le choix. Et comme le roman décrit la fin de cette usine dans les Vosges en 2008, au moment de la crise des subprimes, moi j'ai assisté à plein de fermetures d'usines à ce moment-là, je couvrais des plans sociaux, et c'est exactement la même impression que j'avais eue. Je voyais des types qui avaient un job, une voiture, une femme, 2 enfants, des crédits, des machins, ils n'avaient rien demandé à personne. Et puis il y avait une vague immense qui venait de Wall Street et qui balayait tout. Ils n'avaient rien demandé à personne. Voilà. Et l'Algérie, c'était un peu la même chose. C'était une manière d'annoncer ça, cette règle historique-là. C'est que l'histoire déboule chez vous, vous ne l'aviez pas souhaité, vous êtes obligé de réagir. Et les mêmes personnes peuvent, du jour au lendemain, basculer d'un côté ou de l'autre. L'histoire va leur donner raison ou tort. C'est cette ambivalence-là que je voulais mettre en lumière. Une autre question, oui, Colette. Moi, je n'ai pas lu votre livre encore, il est sur un tas, donc peut-être la réponse, je la trouverai en le lisant. Ma question porte sur la reproduction. Vous avez parlé de reproduction et donc aussi de transmission entre 2 générations. Donc le titre déjà parle de ça. Qu'est-ce que vous entendez par... Qu'est-ce que vous pourriez dire de la transmission entre 2 générations et ce qui est reproduit, c'est de quel ordre pour vous? Est-ce que c'est plutôt des choses liées à habitus, style de vie ou quelque chose de plutôt superficiel? Ou est-ce que c'est justement des choses peut-être qui n'ont pas vraiment été dites ou qui sont plutôt de l'ordre du caché ou des idées des générations précédentes? Bah, tout ça, en fait. Oui, voilà. C'est-à-dire que déjà, il faudrait partir de ce constat, c'est que je trouve que les histoires se racontent beaucoup d'histoires et qu'on privilégie souvent l'idée du libre arbitre et que les héros sont agissants, les personnages sont agissants, on a l'impression qu'ils décident de tout. Or, dans notre quotidien, en fait, nous sommes beaucoup plus souvent agis qu'agissants. Et c'est cette proportion-là que j'avais envie de remettre en perspective. Du libre arbitre, il y en a, mais c'est la proportion par rapport au conditionnement qu'il faudrait réviser. Des conditionnements, il y a celui déjà de votre ADN. Vous n'avez pas choisi votre visage ni la couleur de vos cheveux. Vous n'avez pas choisi s'ils vont tomber ou rester sur votre tête. Je peux en parler. Il y a les conditionnements géographiques et sociaux. Vous naissez quelque part. Vous avez un accent. Vos parents vont vous apprendre à aimer d'une certaine façon. Il y a l'économie qui va traverser votre corps, l'éducation. Il y a l'inconscient. Voilà, si vous connaissez un peu la psychanalyse, vous voyez bien que vous êtes très agi aussi comme ça. Donc, ces reproductions, c'est tout ça, quoi. Ce qui m'intéresse, c'est de me dire qu'il y a des... Enfin, ce qui m'intéresse, c'est pas le projet de départ, c'est ma vision du monde et il s'exprime à travers le bouquin. Et effectivement, moi, par exemple, j'ai passé ma vie entière à mettre de la distance avec mon père, à faire tout ce que je pouvais pour pas lui ressembler. Et putain, je lui ressemble chaque jour un peu plus, dans mes réactions, physiquement, dans le ton de ma voix, dans mes idées. Ces milliers de livres que j'ai lus, ils n'ont servi à rien. Donc, il faut quand même le dire à un moment, ça, c'est que cette émancipation, elle ne se fait jamais en réalité, en tout cas jamais complètement. Donc c'est ça que je voulais dire par ça. Et il y avait une deuxième partie dans votre question, il y avait sur la transmission. Alors la transmission, ça pourrait être ça, vous voyez, le patrimoine génétique, c'est ces choses-là, l'éducation, mais il y a aussi l'histoire et les valeurs qu'on transmet à la génération qui vient. Quand vous appartenez à un monde qui se meurt, en fait, vous n'avez plus rien à transmettre. Les valeurs ouvrières,
les rapports de solidarité, les connaissances du monde que ces gens avaient, ils voulaient les transmettre à des enfants qui voyaient bien que ça n'avait plus de valeur, ça ne disait plus rien du monde où ils étaient. De la même manière que des parents immigrés, quand ils essayent de transmettre des valeurs, les valeurs héritées du bled à leurs enfants alors qu'ils vivent là, qui sont nés en France, ça ne signifie plus rien pour eux, ça n'a pas de sens. Donc il y avait ça aussi. Il y a des générations qui sont sacrifiées et qui restent, qui ne pourront pas transmettre leur héritage. Oui. Moi, j'ai une question d'un autre genre. J'ai encore lu récemment que votre roman pourrait être un roman au sujet des invisibles. Est-ce que vous vous considérez comme un auteur engagé ? Alors, du coup, c'est une question qui force à faire des définitions. Alors, on me dit ça, les invisibles. Et quand on me dit ça, je dis, ça dépend où vous êtes, parce que ceux que vous appelez les invisibles, je ne vois que ça. C'est-à-dire que moi, je suis entouré que de ces invisibles, en réalité, là où je vis, ma famille, les gens que je côtoie toute la journée. En fait, c'est pas qu'ils sont invisibles, c'est qu'ils sont insuffisamment représentés dans les champs médiatiques et culturels. C'est totalement autre chose. Et je suis engagé, je vais vous dire oui, mais. Parce qu'effectivement, choisir ce sujet-là, c'est pas anodin. Parler de ces corps, de ces gens-là, ça signifie quelque chose. Mais j'ai un problème avec le mot engagé. Parce qu'il est lourd d'une histoire. Et alors il y a Sartre et tout ça. Alors il y a beaucoup de gens qui se sont fourvoyés dans des voies X et Y. Ce que ça a été le stalinisme, nanani, nanana. Et puis moi je viens du roman noir où les auteurs engagés pendant longtemps, ils étaient très très manichéens. Pour le faire vite, il y avait quand même les gentils ouvriers et les méchants patrons. Et que ça me semblait un peu compliqué. Enfin, j'essaie quand même de faire des choses un petit peu ambivalentes qui fonctionnent comme le monde, quoi. C'est-à-dire que c'est comme quand on me parle de la common decency, cette idée selon laquelle les gens de peu auraient une décence intrinsèquement qui est supérieure à celle des autres. Putain, j'aimerais bien la voir. C'est pas ce que je constate, moi, au quotidien. En fait, j'ai l'impression qu'on est tous faits de la même triste pâte et que c'est de ça dont il faut parler. Alors, le mot engagé me déplaisant, je dirais que je suis un auteur politique. C'est-à-dire que je pense que tout est politique, mais tout. Et puis que qu'est-ce que c'est la politique ? C'est comment on fait pour vivre ensemble. C'est ça que ça raconte. On est des individus et puis on est bien obligé de machiner pour faire des communautés. Alors, mes romans, ils sont très attentifs à ça. Comment on s'accorde, comment on s'éloigne, les écarts, les ponts, les machins, ça oui. Et puis voilà, les dominés, je leur trouve des circonstances atténuantes, quoi. Donc ça aussi, c'est politique. Y a-t-il une dernière question, intervention? Alors la dernière, ce sera Nicolas qui la fera, de l'autre côté, derrière la table, où il y a une pile de livres qui va se faire un plaisir de vous dédicacer. Moi, je n'ai plus qu'à remercier Nicolas de cette complicité. Et puis vous aussi d'être venus ce soir. Et puis j'espère qu'on aura beaucoup d'autres soirées de ce genre, parce que ça fait quand même du bien dans le fracas du monde de se réunir comme ça dans une salle où il n'y a pas de bruit, n'est-ce pas, et de discuter, de parler, n'est-ce pas, parce que c'est quand même quelque chose qui commence à nous manquer. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci. Merci beaucoup.